C'est des personnes choisies au hasard qui me donnent leur bague et je leur fais vérifier que leur bague est bien enclavée avec les deux autres. Et la dame me dit il me manque un diamant sur la bague que vous avez empruntée. Il faut mettre de côté un peu ces hypothèses et éviter de trop anticiper. Par exemple, quelqu'un sur scène, tu sens que tu lui as donné un mot. Et en fait, il a envie de te piéger. Et on est dans un contexte particulier, c'est-à-dire il est sur scène, il est regardé. Ça change le comportement des gens. Oui, ça change tout à fait le comportement des gens. Tu visualises un écran blanc. Okay. Et sur cet écran blanc, tu vas visualiser des dessins simples. Et tu vas te focaliser progressivement sur un dessin en particulier. Je l'ai. Quel est le mot qui représente le dessin ? C'est un soleil. Dis-nous quel est le deuxième mot de la 10e ligne de la page 161 ? C'est un soleil. Soleil, excellent travail collectif. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Very Backstage, le podcast dédié aux coulisses des grands événements. Alors aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu particulier parce que j'ai la chance d'accueillir Rémi Larousse qui est illusionniste et mentaliste depuis qu'il a l'âge à peu près de 12 ans. Donc ça risque de donner un épisode assez exceptionnel. L'idée c'est de découvrir un peu son parcours. Il va nous faire quelques tours en live aussi pour du coup appréhender ce métier-là. Peut-être qu'on va réussir à percer quelques secrets et avoir quelques tips pour nous-mêmes pouvoir l'utiliser dans notre quotidien. Je trouverais ça super intéressant. Donc en tout cas, ça annonce un épisode palpitant. On va commencer maintenant. Bonjour Rémi. Bonjour Nicolas. Je suis hyper content du coup de pouvoir t'avoir ici. Ça fait un moment que j'avais envie de pouvoir avoir cette interview. On s'est rencontrés une fois du coup sur des événements quand je produisais pour d'autres agences. T'étais très bon en live et je me suis dit que ça pourrait être une belle opportunité de pouvoir faire un live du coup justement aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu peux commencer rapidement par te présenter, nous dire d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené au monde du mentalisme et de l'illusionnisme ? Alors je m'appelle Rémi Larousse et je suis originaire du sud-ouest de la France, d'un petit village dans le Béarn, et je pratique le mentalisme et l'illusionnisme depuis tout petit, depuis l'âge de 12 ans, et progressivement je me suis spécialisé dans cette branche qu'est la magie et surtout qu'est le mentalisme. Donc j'ai fait du mentalisme ma spécialité sur scène, à la fois en spectacle, en théâtre, mais aussi en conférence, en entreprise. Ok, canon. Et concrètement, c'est quoi être mentaliste ? Alors, un mentaliste, c'est un artiste de spectacle, je dirais, qui joue avec les pensées du public, qui devine les pensées du public, qui anticipe ses choix, qui anticipe ses décisions. C'est une branche de la magie, et on dit souvent en fait que les magiciens réalisent des choses étonnantes qui semblent impossibles, alors que les mentalistes ils réalisent des choses étonnantes qui semblent possibles. Donc un magicien, il va par exemple voler dans les airs, ça semble impossible, mais le public se dit il y a peut-être des poulies, des cordes. Alors que quand le mentaliste devine par exemple un mot pensé, on se dit mais c'est peut-être possible en décodant le non-verbal, en travaillant sur la mémoire, et c'est ça qui crée l'intérêt dans cette discipline. Je comprends, mais comment on le devient ? C'est-à-dire que quand tu as commencé à 12 ans, tu étais intéressé par la magie, le mentalisme. Comment on arrive dans la perception psychologique des personnes qui sont en face ? C'est toute une science en fait, c'est un peu presque un art quoi. Oui, alors moi j'ai rencontré d'abord un magicien qui faisait du mentalisme, j'avais 12 ans dans un cirque, le cirque Pinder. Okay. Et je connaissais un peu certaines techniques de magie, et pendant son numéro, il a fait un numéro de mentalisme, je suis sorti du cirque, j'ai dit mais c'est quoi ce truc ? Et j'ai essayé de trouver des sources d'informations, des livres sur le mentalisme, mais à l'époque c'était dans les années 90, 95, 96, il y en avait pas beaucoup, et dans ma région, j'ai assisté à un spectacle d'un magicien. Je lui ai parlé juste après le spectacle et c'est devenu mon mentor. Et c'est lui qui m'a appris les premières techniques, les premiers principes de mentalisme. Donc c'était une relation de maître à élève. C'était bien avant Internet. Je comprends. J'allais te le demander effectivement parce même si on a envie d'arriver dans ce milieu-là, il faut forcément des gens qui nous expliquent un peu les premiers rouages du métier parce que tout seul c'est difficile de pouvoir imaginer et concevoir des tours, j'imagine. Oui, et puis
on dit souvent tout est disponible sur Internet. Pas toujours. Justement, dans ma discipline qui est le mentalisme, il y a beaucoup d'informations, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas d'ailleurs si ces informations sont solides ou pas par exemple sur le mentalisme, mais sur plein d'autres sujets. Hein. Et donc, c'est vrai que moi j'ai eu cet avantage d'avoir un maître qui m'aiguille un petit peu et qui me dise tiens ça tu peux essayer de le faire, mais il me donnait jamais les secrets. Hein. J'allais chez lui, il me disait tiens ça t'intéresse, tiens prends ces 3 livres et le secret est dedans. Et si une fois que tu les as lus, tu reviens me voir dans 1 ou 2 mois et tu me dis si tu as découvert le secret. Donc c'était un peu comme un jeu de piste. Un jeu de piste, hein. hyper intéressant. On va y revenir un peu, toute cette histoire justement de mentor. C'est de comprendre déjà, est-ce que c'est toi du coup qui prépares tous tes numéros, tu les prépares tout seul, comment est-ce que tu les prépares en fait, tout simplement? Alors, on a pour travailler le mentalisme, à la différence de la magie, par exemple avec la magie, si je fais disparaître une pièce, je peux m'entraîner des heures et des heures devant un miroir, et si je surmonte mon trac, je peux arriver toujours à faire le même mouvement correctement sur scène. Le mentalisme, c'est une discipline qui est basée sur l'interaction, sur la relation, et donc même si on va le voir, on s'appuie sur certains automatismes de notre cerveau, le public peut réagir de manière différente et donc faut beaucoup expérimenter, faut beaucoup tester, faut beaucoup échouer aussi pour finalement créer des séquences, des numéros, tout un spectacle basé sur le mentalisme. Donc il faut commencer par faire ça devant ses proches, après élargir son public. Mais c'est ça qui est dur, c'est tester des nouvelles choses. Et ça doit être dur aussi pour les proches du coup, parce que forcément tu peux pas le tester sur beaucoup de monde et donc du coup tu dois leur faire des répétitions et des répétitions de tests. C'est ça, et en général les proches connaissent tous les secrets, hein, parce que la première fois qu'on présente ce genre d'expérience, ça rate. Forcément. Écoute, en tout cas c'est passionnant. Est-ce que t'aurais un tour à me présenter pour qu'on se mette un peu dans le bain et qu'on se rende compte de ce qu'est un tour de mentalisme tout simplement? Oui, alors on va faire quelques expériences. Mais d'abord, souvent, on dit souvent que les mentalistes, tu sais, les magiciens trompent le public, mais pour les surprendre. Mais c'est souvent le cerveau du spectateur qui se trompe lui-même parce que il formule un certain nombre de suppositions. Je vais te montrer. Tu vois, dans cette boîte, si je te dis que dans cette boîte, il y a la carte à laquelle tu vas penser dans 10 secondes, ce serait déjà étonnant. Ce serait surprenant. Bon. Choisis une couleur entre le rouge et le noir. Ok. Dis-moi. Le rouge. Le rouge. Parmi les cartes rouges, il y a le cœur ou le carreau. Quelle famille veux-tu entre le carreau? Le carreau. Donne-moi instinctivement une carte un numéro entre 1 et 10. Le 8. Le 8. Ouais. Le 8 de carreau. Dans cette boîte, il y a le 8 de carreau. Regarde. Car dans cette boîte, j'ai mis le jeu tout entier. Ok. Là, t'es déçu. Hein. Un peu déçu. T'es déçu, non pas parce que j'ai fait, mais parce que tu as supposé quelque chose en particulier. Je m'attendais à quelque chose tu t'attendais qu'il y ait une seule et même carte. Maintenant, si je te dis que dans ce jeu, ta carte, le 8 de carreau, elle comporte une croix. Ce serait fort. Ce serait fort. Regarde. Mais peut-être qu'elles ont toutes une croix, du coup. Exactement, tu vois. Là, tu ne supposes plus parce que tu t'es fait avoir la première fois. Regarde, je vais te montrer. Il y a ici, là, dans le jeu, hop, toutes les cartes. Toutes les cartes ont le 8 de carreau. Donc là, à nouveau, si tu avais fait cette supposition, tu aurais été déçu. Je vais essayer quand même d'incarner l'idée que tu avais en tête. Regarde, il y a dans ce jeu une carte particulière. Une carte qui est particulière parce qu'elle est retournée. Je ne sais pas si tu la vois, cette carte. Elle est là. Est-ce que tu la vois? Non. Ici, là. Ok. C'est bien ta carte, le 8 de carreau. Ça, c'est bluffant. Et je t'avais dit qu'il y avait une seule carte dans la boîte. Hein, il y a une seule carte dans la boîte. Pourquoi? Parce que tout le jeu est blanc, complètement blanc, mis à part ta carte,
Le 8 de carreau. Alors ça, c'était une expérience autour des choix, la façon dont on c'est très magique, ça c'est très magique, exactement. C'est très magique. Exactement. Ça, c'est une expérience autour des choix. On va essayer d'aller un cran plus loin parce qu'on voit que on peut se laisser influencer avec des cartes. Dans des livres, il y a des milliers de mots, ce qui fait des milliers de combinaisons. Ouvre le livre à n'importe quelle page. Alors, déjà, je vais faire un petit aparté sur la vidéo qui est assez marrant, c'est qu'au final, on doit refaire cette scène parce que du coup, la première fois, ça a pas enregistré. Donc là, il y a double chance de pouvoir se louper. Double risque. Exactement. On dit souvent, il ne faut pas répéter une expérience deux fois. On va essayer. Je prends un autre mot, du coup. Bah oui, on va. Tiens, donne-moi le livre. Ok. Dis-moi stop quand tu veux. Dis-moi stop quand tu veux. Stop ici. Est-ce que tu veux cette page ou est-ce que tu veux changer? C'est bien cette page. Est-ce que tu peux regarder le premier mot sur la page de gauche? Assure-toi que je ne puisse pas voir. Je garde les yeux fermés. Je ne regarde pas. Il n'y a pas de moniteur de toute façon. Tu l'as en tête? Le premier mot, s'il y a le ou la, tu passes au mot suivant. Hein. Non, ok, je ferme le livre. À ce moment-là, j'ouvre les yeux. Tu vas me donner deux mots qui, selon toi, n'ont absolument rien à voir avec le mot que tu as en tête. Deux mots instinctivement maintenant. Mais qui n'ont rien à voir. Absolument rien à voir. Ok, maison et gris-gris. Maison et gris-gris. Mon travail, ça va être d'essayer de trouver les liens inconscients qui peuvent me guider vers le mot que tu as en tête. Maison, est-ce que la chose ou l'action ou l'objet peut se trouver dans une maison? Ça peut. Ça peut. Ça peut se trouver dans une maison. Gris-gris, est-ce qu'il y a la notion de jeu? La notion de jeu, est-ce que ça a un rapport avec un jeu ou est-ce que c'est une action ou est-ce que l'individu ou la chose peut jouer? Oui ou non? Oui. Pense, alors c'est pas une action, n'est-ce pas? Non. C'est vivant. Ouais. Est-ce que tu peux représenter dans ta tête la chose? Tu peux te la visualiser? Oui. Essaie dans ta tête de la visualiser. Il y a un premier cercle, n'est-ce pas? Il y a un deuxième cercle. Tu pourrais le dessiner, faire comme si tu le dessines de manière assez simple. Tu veux que je dessine? Oui, uniquement visuel dans ta tête. Ouais. Ok, dans ma tête. Tu fais un premier cercle. Il y a un deuxième cercle, une sorte d'ovale. Mm-hmm. Il y a des triangles, n'est-ce pas? Tu fais des triangles? Tu fais des triangles là, juste là? Après, je suis un mauvais dessinateur, donc ça compte pas. Tu fais des triangles. T'as oublié la moustache. C'est un chat ou des chats? C'est clairement un chat. Ah, c'est un chat. Excellente connexion. Il y en a qui pensent peut-être qu'il y a les mêmes mots sur chaque page. Non, vérifie que les mots sont bien différents sur chaque page. C'était pas le même exercice que tu m'as fait tout à l'heure et c'était presque encore plus fort parce que j'ai le sentiment de m'être fait moi-même avoir en parlant de gris-gris et de maison. Je me suis dit que c'était presque un poil trop obvious. J'aurais dû faire plus dur, mais c'est déjà c'est hyper impressionnant. Je comprends comment est-ce que tu amènes, c'est hyper intéressant du coup. Effectivement, il y a tout un aspect psychologique. Du coup, tu vas chercher chez l'autre, c'est quoi? C'est par rapport aux intonations de voix, c'est par rapport au sourire, c'est par rapport à... Il y a des trucs qui me trompent sur ce que je conscientise. Comment est-ce que tu y amènes? Oui, il y a un peu de ça. Alors, ce qui est intéressant avec le mentalisme, c'est que on cherche souvent le truc, alors qu'il n'y a pas un seul truc. C'est un ensemble de techniques, de méthodes qui permettent d'arriver à ce résultat-là. Des fois, c'est des méthodes psychologiques, des fois, c'est des méthodes d'observation, mais il y a aussi des méthodes liées au détournement d'attention, des méthodes utilisées par les magiciens ou liées à la mémoire, à la probabilité. Et donc, des fois, ça va être l'observation, des fois, ça va être une autre méthode. Et le but, c'est justement de créer ce mystère dans l'esprit des spectateurs. Je comprends. C'est toi qui crées tous tes numéros tout seul, du coup? T'as une équipe avec qui tu le fais? Combien de temps ça prend pour créer un tour? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Alors, la grande illusion, c'est que je suis souvent seul sur scène en conférence ou en spectacle, mais effectivement, je travaille avec toute une équipe et j'ai par exemple des conseillers qui m'aident, qui sont des mentalistes et des illusionnistes et qui m'aident à concevoir certains numéros ou à coécrire mes spectacles. Et c'est
c'est vraiment, encore une fois, comme toute discipline artistique, c'est un travail collectif. À la fois sur les numéros, mais aussi quand je fais des spectacles sur un décor, sur la création d'une scénographie, un décor, sur le jeu, tu vois, la mise en scène. J'ai travaillé par exemple avec des metteurs en scène qui m'ont beaucoup aidé aussi à travailler le storytelling, la notion de suspense, le rythme dans la façon dont on présente les expériences. C'est ce que j'allais te dire plus tard, j'allais parler un peu de storytelling parce que au-delà du tour et de la capacité à pouvoir du coup être bluffant sur une découverte magique, je dirais, il y a toute la manière dont tu l'amènes du coup, et ça se travaille beaucoup en amont. Comment est-ce que tu prépares tes tours du coup? Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours quand on réfléchit à un effet, d'essayer de se glisser dans la peau du public et des spectateurs. Il y a une théorie en magie en mentalisme, qui a été développée par Juan Tamariz, qui est un grand magicien espagnol, qui s'appelle le chemin magique. Et le chemin magique, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous développez une expérience de mentalisme, il faut à chaque fois imaginer ce qui va apparaître comme hypothèse dans l'esprit du public, en se demandant, tiens, ils vont penser par exemple qu'il y a le même mot dans les livres. Ah ben, il faut pas utiliser cette méthode, il faut montrer que les mots sont bien différents dans les livres. Donc, à chaque étape du numéro, il faut faire ce chemin magique et faire en sorte de montrer que les hypothèses auxquelles pense le public ne sont pas celles-là pour le plonger dans le mystère. Et c'est un peu ça, tu vois, en événementiel. Souvent, quand on doit faire passer des messages sur scène, donc quand il faut faire passer un contenu, trop souvent, parfois, on oublie de se mettre à la place du public et de se dire, ok, sur cet argument-là, comment va réagir le public? Ah, si on était dans une conversation, qu'est-ce qui me répondrait? Qu'est-ce qui me rétorquerait? Ah, il faut aborder ce point. Et nous, sur un numéro de 5 minutes, on le fait presque à chaque minute pour être convaincant, quoi. C'est intense, un peu. Oui. Ça demande beaucoup de travail. Est-ce que tu as envie aujourd'hui de cette activité? Du coup? Oui. Moi, j'ai eu la chance de commencer très jeune, à l'âge de... C'est rare quand même, en tout cas. Hein. Oui. C'est vrai que j'ai eu la chance de commencer très jeune, de le faire progressivement. J'ai fait des spectacles partout. Quand j'ai commencé à l'âge de 12 ans, dans des cabarets, dans la rue, dans des cirques. J'allais voir parfois des cirques itinérants et ils acceptaient que je fasse un numéro. C'était certainement moyen, mais ce que je faisais sur scène, mais ils étaient touchés, je pense, par la démarche. Quand j'ai été étudiant, j'ai fait aussi ça aux États-Unis pendant mes études, et j'ai commencé en travaillant dans des entreprises comme conseiller en innovation, et avec l'argent que j'arrivais à mettre de côté, j'ai produit mes propres spectacles au Théâtre Trévise, au Funambule, et donc maintenant j'ai ma propre structure et chaque année je fais 30% de mon temps, c'est des tournées au théâtre, parfois à Paris, dans des lieux qui programment la culture, et 70% de mon temps, c'est des conférences, spectacles en entreprise. Donc c'est assez varié au final. Oui. C'est pas les mêmes publics, pas les mêmes attentes aussi. Et est-ce que je peux te demander combien ça gagne un mentaliste? Alors je vais te dire, je suis gérant de ma société, comme tous les gérants, il y a des fluctuations. C'est pas un salaire comme un collaborateur en entreprise qui est fixe. Il faut demander à ma comptable. Il faut que tu invites ma comptable sur ça. Mais ce sera un spécial numéro, je l'inviterai. Voilà, c'est ça. Mais c'est toujours pareil. C'est comment faire d'une passion un métier. C'est pas toujours le cas, parce que parfois quand on est passionné par un sujet, il y a des aspects qu'on n'aime pas forcément faire. Et il faut que ça reste une passion et avoir ce métier à côté. Mais quand on a envie de travailler, quand on se dit non mais moi je vais me lever le matin et je veux faire ça, on y passe beaucoup de temps et il faut aussi prendre en compte des problématiques liées à la production de spectacles. Et puis les métiers passion, au début ça peut être dur, et puis au bout d'un moment tu finis par être reconnu pour ce que tu fais et ça commence à pouvoir potentiellement être quelque chose de rentable aussi, quoi. Exactement. Je comprends bien. Si un humour marche pas sur scène, alors en gros, si t'as des gens en face de toi qui sont pas très réceptifs, si une fois ça fonctionne pas, deuxième fois ça fonctionne pas, il y a quand même du public en face, comment on gère cette situation?
Alors, on dit souvent pour qu'un numéro de mentalisme fonctionne, il faut pas qu'un plan B, parce que même dans nos métiers, on a tous un plan B. Il faut un plan C, un plan D, et parfois on doit aller jusqu'au plan D pour que ça fonctionne. Donc il faut pour un même effet, avoir plusieurs méthodes. C'est comme en événementiel, hein, il faut un plan B, un plan C, un plan D, et parfois ça marche pas. Parfois ça marche pas. C'est jamais très grave parce que souvent je fais des spectacles d'une heure et demie ou des conférences d'une heure, donc j'embarque le public dans quelque chose. C'est pas une opération à cœur ouvert. C'est un journaliste qui est venu une fois me voir en spectacle. Je crois que c'était un journaliste de Télérama qui m'a dit j'avais eu des difficultés sur un numéro, il m'a dit mais ça c'est cette séquence elle était bien même si t'étais en difficulté parce que on avait l'impression de voir quelqu'un d'humain lutter pour réussir son numéro. Et donc des fois je peux aussi mettre en scène certaines erreurs parce que ça crée un suspense, ça crée une tension sur scène. Et inversement tu vois, il faut un plan B, un plan C, un plan D, mais tu peux aussi jouer sur des opportunités et capitaliser sur des opportunités sur scène. Par exemple, je peux faire venir un spectateur, je le regarde en disant « mais vous êtes Bélier ?» Et parfois, le spectateur dit « mais oui, c'est incroyable et c'est un triomphe parce que pour le public, j'ai deviné son signe astrologique. » C'est une probabilité, quoi. Exactement. En réalité, il ne s'est rien passé. J'avais une chance sur 12, probablement peut-être plus ou moins, hein, ça dépend, il faudrait faire des études, mais j'avais à peu près une chance sur 12 que ce soit un bélier. Donc si c'est un bélier, ça devient un miracle et je fais un triomphe. Si c'est pas un bélier et qu'il me dit non, je peux dire mais quel est votre signe astrologique? Ah, Poisson. Poisson, c'est intéressant. On va voir si en tant que Poisson on va réussir ensemble cette expérience. Et pour le public, il ne s'est rien passé. C'est une introduction pour un numéro, mais en réalité, je joue avec la chance et j'essaye de mettre toute la chance de mon côté. Ça peut faire un tour incroyable où en fait toutes les cases sont cochées et du coup ça fait hyper bluffant, quoi. Exactement. Mettre toutes les conditions possibles pour que la chance tape à notre porte. J'allais te demander s'il y avait de l'impro justement dans tes spectacles. Oui, il y a de l'impro parce que à la différence d'un magicien qui va s'entraîner devant un miroir et en surmontant son trac, en travaillant le trac sur scène, il va pouvoir reproduire le même numéro. En mentalisme, il y a toujours une interaction avec le public et même si on s'appuie sur nos automatismes, sur certaines faiblesses de notre cerveau, on a quand même un libre arbitre. On peut répondre et réagir différemment. Et donc, il faut de la répartie et toujours jouer avec le public. Mais c'est en préparant bien, en ayant ses plans B, C ou D qu'on peut bien improviser aussi. T'as des anecdotes de trucs qui se sont pas bien passés ou de trucs où t'as dû gérer en live des choses assez compliquées à nous raconter? Quelques anecdotes? Oui, alors ça, il y a des choses qui me sont arrivées, plein. Une fois sur scène, je faisais un numéro avec une suggestion. C'est une suggestion, donc c'était pas une procédure d'hypnose. Et puis je fais venir le spectateur sur scène. Je lui dis regardez-moi dans les yeux, et il a suffi de 2 secondes pour que il ferme les yeux et il tombe à la renverse littéralement. Donc j'ai dû le récupérer pour pas qu'il se fasse mal sur le sol. Il était tout raide, il était hypnotisé. Donc il y a pas eu, j'ai pas fait du tout de processus hypnotique, mais j'ai dû finalement le faire remonter et le réveiller. Donc c'était de l'hypnose. Il est tombé sous hypnose, en transe sans hypnose. Séance de réanimation sur scène, quoi. Ouais. Il y a une fois à Avignon, c'était pendant un spectacle, je faisais pas une expérience de mentalisme, mais une illusion où j'emprunte 3 bagues dans le public. Okay. Et je les enclave les unes dans les autres. Et je vais voir les 3 participants, c'est pas des complices, c'est des personnes choisies au hasard qui me donnent leur bague et je leur fais vérifier que leur bague est bien enclavée avec les 2 autres bagues. Et en fait, vu que tu fais de la magie, tu voles les bagues et puis tu pars avec. Non, je suis honnête. La bonne technique. Non, alors je fais le numéro et puis à la fin du spectacle, je suis dans la loge et puis il y a le directeur du théâtre qui vient me voir, il me dit il y a un couple qui veut venir te voir. Je vais voir le couple et la dame me dit il me manque un diamant sur la bague que vous avez empruntée.
Alors je lui dis bon, c'était qu'une illusion, hein, j'ai pas scié, j'ai pas coupé la bague, j'ai rien touché. Elle me dit si, regardez, effectivement, il y avait un diamant qui manquait. Alors là, j'ai eu un moment où je me suis dit, ok, c'était une très grosse bague. On voyait bien elle avait un certain prix. Donc je me suis dit, je crois que toute la recette de la semaine va passer. Et en fait, elle me dit, bon, c'est pas grave. Cette pierre, en fait, a été réparée par le bijoutier qui l'avait reposée il y a quelques jours. Il a du mal la fixer. Écoutez, les vraies pierres sont dans un coffre. Ce n'est qu'une copie, donc c'était une bague qui coûtait très très cher. T'as eu de la chance. Exactement, et donc on a repayé, donc il faut quand même, les assurances, ça sert quand même. Donc on a repayé la taille des pierres, la copie et la pose, et on lui a offert un joli bouquet en lui renvoyant donc maintenant les tu pierres. pourras plus que des hommes sans bague sur scène. Ouais, non, mais ça fait partie. C'est marrant parce que c'était. On a cherché la pierre partout sur scène. Impossible de savoir où elle était. Je comprends. Est-ce que tu as des rituels avant de monter sur scène? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais spécifiques auxquelles tu penses pour te mettre en conditions spécifiques avant de jouer? D'abord, souvent, je vérifie que j'ai tous mes accessoires en place parce que ça me permet de me concentrer et de visualiser, tu vois, les différentes étapes de la conférence ou du spectacle. Et après, souvent, j'ai quelques petites techniques de visualisation, mais que je fais naturellement. Par exemple, j'ai 2 enfants, donc souvent, avant de monter sur scène, je visualise mes 2 enfants qui me sourient. C'est tout bête, mais quand on a une journée, parce que souvent, je joue le soir ou les conférences, c'est en fin de journée ou dans l'après-midi, ça permet de mettre un peu de côté les difficultés de la journée ou des ruminations, ou alors je me projette dans la journée du lendemain. Quand je joue un vendredi soir, je me dis bon, je vais voir mes enfants demain, peut-être qu'on va aller au manège, et le simple fait de visualiser ces images, tout de suite, je rentre sur scène plus léger. Je comprends, la visualisation, c'est important, hein. C'est vrai que ça marche bien, ça met en bonne condition, quoi. Vraie question, est-ce que tu as un rêve particulier en tant que mentaliste? Je me suis toujours posé la question. Est-ce que tu rêves de faire un tour à une personne spécifique? Quelle est ton ambition pour toi-même, en gros, pour aller, qu'est-ce qui te ferait le plus triper, tout simplement, quoi? C'est plutôt l'envie de durer. Parce qu'on est dans une société d'instantanéité où des fois on voit certains artistes qui tournent très bien pendant 5 ans et puis on n'en entend plus parler. Et moi, si je pouvais durer, j'ai la chance de faire ça depuis tout jeune et à plein temps professionnellement depuis un peu plus de 10 ans. Mais si je pouvais encore durer, ça serait super. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de personnes. Donc c'est ça aussi qui est formidable avec le mentalisme. Les spectacles, les conférences, parce que j'ai pu faire des choses aussi bien dans des fois dans des collèges, dans des écoles, ou pour des ministres, pour des anciens présidents de la République. C'est qui les personnes les plus improbables à qui t'as fait un tour, quoi? Ouais, ce type de public, ministre, des présentateurs télé, des comédiens aussi. J'ai un super souvenir avec par exemple Pierre Arditi sur la scène de l'Olympia pour un gala où on a fait un numéro autour de la mémoire. Et cette discipline, ce qui est formidable aussi, c'est que je peux rencontrer plein de personnalités différentes aussi. J'ai fait des choses pour des astrophysiciens. Et donc à chaque fois, ils m'amènent aussi dans leur monde parce qu'ils perçoivent aussi les expériences aussi avec leur état d'esprit. T'adaptes tout en fonction du public que t'as en face? Oui, ça c'est important. Comme je n'aime pas m'ennuyer, je personnalise beaucoup, notamment pour les conférences en événementiel, les spectacles privés, et donc ça aussi, ça m'intéresse. Je vais pas faire la même séquence avec, je sais pas, des commerciaux ou un comité de direction ou des physiciens ou des médecins, et je vais toujours essayer de faire un lien, un pont entre ma passion et ce qu'ils vivent au quotidien. C'est ça qui marque le public. Je comprends. Est-ce que t'as un tour duquel t'es hyper fier, un truc que t'as créé toi, tu sais que personne d'autre l'a? Est-ce que
Alors, il y a un numéro dans mon troisième spectacle qui s'appelait Songe d'un illusionniste, avec un sablier. Donc, tu vois, c'est un grand sablier sur scène, et je fais venir. Donc, je lance le sablier et je parle des souvenirs. Je parle des souvenirs qui sont parfois des illusions qu'on reconstruit. On a tendance à modifier nos souvenirs avec le temps. Et je fais venir un spectateur ou une spectatrice sur scène et je lui donne un agenda. Et je lui demande de penser à un souvenir lié à son anniversaire, une date qui l'a marqué pendant son anniversaire, lors d'une année en particulier. Et le sablier coule et elle nous parle en fait de ce souvenir. Et quand je lui demande de me donner la date de son anniversaire, elle va à l'agenda. La date de son anniversaire, la page contenant la date de son anniversaire est déchirée sur l'agenda. Il y a toutes les pages, sauf celle-là. Et quand je lui demande de se tourner vers le sablier qui est à côté d'elle, le sable a fini de couler et il y a dans la partie supérieure du sablier une page pliée. Elle ouvre le sablier, elle sort, donc c'est bien la page avec la date de son anniversaire, et écrit sur la page d'agenda, il y a le descriptif de son souvenir. Le souvenir qu'elle a en tête. Et donc ça marque souvent beaucoup le public parce que oui, c'est des souvenirs liés à des proches, des fois des souvenirs d'enfance, ils racontent, ça crée une émotion. Souvent, le spectateur ou la spectatrice est ému, et c'est encore un enchâssement de technique, tu vois, mais toujours tourné vers le public. Alors des fois, j'ai des spectateurs qui me disent non, vous utilisez la technologie, vous êtes allé sur Internet. Mais c'est des techniques qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle et qui marchent encore. Et ça, ce numéro-là, j'ai eu quelques magiciens mentalistes, notamment anglo-saxons, qui voulaient me le racheter. Mais ça se fait ça de racheter des tours à d'autres mentalistes? Oui, il y a tout un marché où on peut se vendre des droits de numéros. Il y a aussi des livres. Tu déposes des droits. Enfin, en gros, si tu as un super tour, tu déposes la marque de ton tour. Oui, tu peux Alors, étonnamment, tu ne vas pas déposer un brevet, parce que si tu déposes un brevet, tu dois expliquer le secret. Ouais. Donc, le problème, c'est que le brevet, donc c'est tout le paradoxe, mais tu peux déposer et protéger un enchaînement. Le fait de dire, tiens, ce numéro-là, avec un sablier, la page d'agenda, c'est l'enchaînement que tu peux protéger, et ça peut se vendre. D'ailleurs, moi, ça m'arrive des fois d'utiliser des techniques ou des numéros que j'ai pu racheter à d'autres mentalistes britanniques. C'est fou, je savais pas du tout que ça existait. Il y avait un marché pour ça, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est secret, mais on se connaît un peu tous, et on se partage aussi les techniques et les méthodes. Ok, c'est fou. Alors, plusieurs questions. En fait, déjà, est-ce que tu te sers de tes compétences de mentalisme au quotidien dans ta vie de tous les jours? Au-delà de pour faire tes spectacles, est-ce que t'as une capacité pour analyser les gens plus facilement, à percevoir si quelqu'un te ment ou pas? Est-ce que ça t'est utile au quotidien? Forcément, c'est vrai que des fois c'est difficile de faire la différence entre la scène et la réalité, parce que par exemple en mentalisme on utilise beaucoup de techniques de mémorisation, et c'est vrai que travailler sa mémoire dans la vie de tous les jours c'est utile, d'autant plus qu'aujourd'hui notre mémoire est délocalisée sur nos ordinateurs, nos téléphones, donc on n'a plus l'habitude de mémoriser, et pourtant la mémoire c'est aussi ce qui structure le bon fonctionnement de notre pensée. Donc c'est vrai que des fois quand il faut mémoriser des choses, ou dans l'interaction, c'est vrai que je vais avoir tendance aussi à essayer peut-être d'anticiper, la réaction, parce que sur scène on fait en permanence ça avec le public, mais c'est pas toujours très bon, parce que justement, typiquement sur l'écoute, t'anticipes les réactions de tes enfants quand ils font une bêtise. Voilà, des fois ça joue des taux, donc ça marche très bien dans un contexte de spectacle, mais si tu veux construire une interaction et un échange authentique avec la personne, il faut mettre de côté un peu ces hypothèses
et éviter de trop anticiper pour l'écouter vraiment. Donc je dirais j'essaie de faire la part des choses et la vie en ville est différente de la vie sur scène en spectacle. Comprends. J'ai 2-3 petites dernières questions que je trouve intéressantes. C'est est-ce que tu aurais des tips à nous donner à nous justement pour appréhender ces compétences de mentalisme au quotidien, justement dans la mémorisation? Est-ce que tu as des tips à nous donner pour améliorer notre mémoire ou pour analyser les comportements en face? Est-ce qu'il y a des choses où on pourrait repartir avec des trucs directement actionnables, quoi? Alors, achetez mon livre. Je sais ce que vous pensez. Non, j'ai sorti un livre qui date un petit peu, qui s'appelle Je sais ce que vous pensez, aux éditions Larousse. Donc c'est très simple, Rémi Larousse, aux éditions Larousse, où chaque chapitre c'est une thématique qui est chère au mentalisme. Et sur la mémorisation, typiquement, une des clés, c'est d'utiliser la visualisation et de substituer des images un peu marquantes sur le cerveau. Et donc c'est ce que j'explique dans le livre. Il y a des moyens mémotechniques qui sont très anciens, qui sont un peu oubliés, qui viennent des Grecs et de l'Antiquité, où on va finalement substituer par exemple un mot ou un chiffre à une image. Donc par exemple, si on doit retenir un code PIN, par exemple le 1, on peut visualiser une bougie parce que la bougie elle est droite. Le 2, ça va être un signe parce que le signe c'est toujours un 2. Et donc en substituant par exemple et en se disant tiens, il y a une bougie près d'un signe et je sais pas si ensuite il y a un 5, je pense à une main parce que c'est les 5 doigts de la main. Si on imagine une bougie qui est dévorée par un signe et que sur le signe il y a quelqu'un qui met la main, on visualise quelque chose d'un peu surréaliste, d'un peu étonnant, mais ça va s'ancrer beaucoup plus facilement dans notre mémoire que d'essayer de retenir le code 1, 2, 5. T'as essayé de retenir les numéros de pi, par exemple, ou pas? Non, alors non, ça c'est trop pour moi. Ouais, c'est trop. Il y a des collègues qui aiment faire ça, qui aiment utiliser. Mais par exemple, l'alphabet à l'envers, tu vois, Z, Y, X, c'est déjà hyper dur à faire. Ouais. S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, FEDCBA, on l'apprend en découpant en fait l'alphabet et en essayant de substituer des images ou des sons au bloc de lettres. Et donc, quand on le récite en un coup, on se dit c'est très impressionnant, mais c'est souvent il faut séquencer et puis visualiser un son, entendre un son particulier pour sortir les lettres enchaînées, quoi. Pas si facile à visualiser en plus pour le coup l'alphabet à l'envers, c'est impossible à le redescendre comme ça. Ouais, mais dans des conférences, il y a une conférence que je fais en entreprise où je parle des automatismes, je l'apprends en 15 minutes. C'est-à-dire en 15 minutes, j'apprends à toute la salle l'alphabet à l'envers, alors que souvent ils disent non mais ça me prendrait 2 heures, 3 heures, 4 heures. En 15 minutes, avec quelques méthodes, on peut l'apprendre. Je me demandais ça justement, c'était si tu avais des tips pour pouvoir déceler quelqu'un qui ment en face. Je sais pas, en fait... Il y a ces expériences en mentalisme où on arrive à identifier... Par exemple, quelqu'un sur scène, tu sens que tu lui as donné un mot et en fait, il a envie de te piéger. Tu sens qu'il va chercher un autre mot ou qu'il va aller tricher un peu. Est-ce que tu arrives à le déceler? Est-ce que tu le Oui, ça peut arriver, mais on est dans un contexte particulier. C'est-à-dire, il est sur scène, il est regardé aussi. Il faut pas sous-estimer ça. Tout le public de 100 ou 300 personnes l'observe. Ça change les comportements des gens? Oui, ça change tout à fait le comportement des gens. Par exemple, un spectateur ou une spectatrice va être beaucoup plus sensible à une suggestion quand il est regardé, quand il n'est pas dans son environnement habituel. Moi, j'ai souvent tendance à dire que dans la vie de tous les jours, c'est sûr qu'il faut essayer
d'écouter avec les yeux, hein, c'est-à-dire essayer de se dire ah tiens, est-ce qu'il y a quelque chose d'incohérent, est-ce que je ressens quelque chose d'incohérent entre ce que la personne me dit, ce qui sort de sa bouche et sa posture générale. Les micro-expressions, souvent on parle beaucoup des micro-expressions, ça a été popularisé dans les séries, les études ont montré que c'était pas super efficace, hein, c'est-à-dire le fait de si tu places tes mains comme ça, ça veut pas nécessairement dire que t'es gêné, ça veut juste dire que t'as froid peut-être. Donc se focaliser trop sur les micro-expressions, ça peut nous jouer des tours. Par contre, se concentrer sur la posture générale. Je sais qu'il ment, c'est voilà, non, ça c'est une pseudo-science. Mais par contre, se poser la question et essayer de se dire tiens, entre les mots qui sortent de ma bouche et sa posture générale, c'est comme s'il y a quelque chose qui clochait. Et tu vois cette pensée-là. Ça doit te donner un signe et ça doit t'indiquer que tu dois poser davantage de questions et parfois plutôt que de deviner, c'est beaucoup plus facile de poser la question et de dire tiens, je sens que t'es pas forcément à l'aise sur ce sujet, est-ce que tu peux m'en dire plus, pourquoi, tu vois, ne pas essayer toujours de deviner mais poser de meilleures questions et plus souvent. Je comprends. On va pas tarder à terminer l'émission. Est-ce que tu avais un autre tour à nous partager ou... On peut essayer quelque chose. Alors attends, ça marche pas toujours, hein, on en a parlé, hein, mais je vais essayer quelque chose avec toi. Tu visualises un écran blanc. Okay. Et sur cet écran blanc, tu vas visualiser des dessins simples, plusieurs dessins simples que tu pourrais faire facilement. Tu prends le temps de visualiser ces dessins simples et tu vas te focaliser progressivement sur un dessin en particulier. Les autres dessins vont disparaître et tu vas te focaliser sur un dessin, quelque chose de simple. Est-ce que tu le vois clairement sur... Je l'ai. Tu as quelque chose en tête. Alors, je vais te poser 2 questions. C'est pas une maison ni une fleur, hein, parce que on pense souvent à une maison ou une fleur. Je vais essayer de faire ça. Est-ce que tu réponds uniquement par oui ou par non? Est-ce que le dessin que tu as en tête, tu peux le prendre dans ta main? Non. Est-ce que le dessin que tu as en tête est plus grand qu'une maison? Oui. Mais on ne peut pas le toucher? Non. Alors attends. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais écrire quelque chose là. Ça ne marche pas toujours. Si t'as le stylo qui a plus d'encre pendant un numéro, c'est compliqué. Non, ça devrait marcher, mais quel est le dessin? Quel est le mot qui représente le dessin? Je peux le dire, tu vois? Oui. C'est un soleil. C'est un soleil. 161, 102 M. D'accord. Soleil. Ouais. 161, 10, 2 M. J'ai amené un thriller que je suis en train de lire là. Prends le thriller. Ok. Et va à la page 161. Ce serait beau. Alors attends. 161, ça ne marche pas toujours. T'imagines le nombre de possibilités. Hein. Va à la page 161. Vas-y. Tu y es? Ouais. Tu comptes la 10e ligne, si ça ne marche pas, et 2M, le 2e mot. À haute voix, dites-nous quel est le 2e mot de la 10e ligne de la page 161. C'est un soleil. Soleil. Excellent travail collectif. Bravo. Alors, ce qui est d'autant plus fou, c'est d'être capable de pouvoir savoir, au-delà de trouver le mot, c'est de pouvoir savoir qu'à telle page, il y a ça. Oui, c'est un double tour, en fait. Exactement. C'est toujours pareil. C'est comment travailler la surprise. C'est un peu la même chose dans les... c'est comme j'ai fait une première expérience avec le mot, bien sûr que tu t'attendais à ce que je devine peut-être ton dessin. Ouais. Et donc, à chaque fois, c'est essayer de créer cette surprise et ce suspense en essayant d'avoir plusieurs effets dans le même effet. Combien de temps ça te prend de pouvoir maîtriser un tour comme celui-là?
Combien d'années? Ça dépend, ça dépend vraiment. Des fois, on passe beaucoup de temps à concevoir le numéro, mais une fois que la technique, que le numéro est construit, on n'a pas besoin de beaucoup s'entraîner. Et puis des fois, le secret est tout simple et ça demande beaucoup d'entraînement. Mais tu vois, les spectacles, des fois, c'est un an d'écriture, pas tous les jours, mais régulièrement, un spectacle d'1 heure et demie. Avec des effets surprenants, ça demande quand même du travail. Bah ouais, j'imagine bien. Bon, merci beaucoup en tout cas. Peut-être que tu as juste des actus à nous raconter en ce moment sur ce que tu fais, si tu es sur scène, si jamais tu as des choses qui vont arriver bientôt, que tu peux nous dire un petit peu. Oui, alors je suis en tournée, je fais 27 dates cette saison entre novembre et juin. Vous avez toutes les informations sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et j'interviens aussi régulièrement en entreprise ou des événements privés, donc au plaisir de se croiser si jamais sur les routes. Qui passe suite à la lecture de cet épisode, ce sera avec plaisir que je te les transmettrai en tout cas. Merci. Donc merci beaucoup Rémi merci pour ton invitation. C'était hyper intéressant. Même si on a dû faire un faux départ sur une bonne partie de l'interview qu'on a dû refaire en record, c'était toujours hyper intéressant et le deuxième tour était encore plus bluffant, donc c'est super. Merci. Merci à ceux qui prennent le temps encore toujours de nous écouter en podcast, vidéo et audio. N'hésitez pas encore une fois à nous poser vos questions si jamais vous avez des questions à poser à Rémi et si jamais vous avez des réflexions sur les prochains invités. On est toujours hyper preneurs de vos feedbacks. Merci beaucoup et moi je vous dis à très vite. Ciao!